Bonsoir à tous et bienvenue dans le Journal de l'Euro, votre rendez-vous chaque soir durant toute la compétition pour évoquer ensemble les matchs de cet Euro et comme chaque soir, comme chaque jour, bien entouré, en plateau avec nos deux consultants. Sylvain Henri Cissé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant sport international et bien sûr Patrick Julliard que vous connaissez bien ici à France 24, mais également à RFI. Journaliste Foot 365, messieurs, le dénouement ce soir dans deux groupes et restez bien avec nous jusqu'à la fin parce que les dénouements, les résultats de ce soir ont des conséquences pour l'équipe de France. On va commencer avec le groupe B, la Belgique, première de son groupe et assurée de disputer les huitièmes de finale, affronter la Finlande. Dans le même temps, la Russie face au Danemark, les Danois qui avaient commencé par deux défaites et bien sûr avec ce malaise cardiaque pour Christian Eriksen, ils l'ont emporté ce soir 4-1 face aux Russes, synonyme de qualification. Quel groupe, quelle solidarité héroïque ce soir, ces Danois. Surtout qu'ils nous ont un peu surpris au démarrage de cette rencontre parce qu'ils avaient changé leur système, ils devaient s'adapter. Ils sont passés en fait à un 3-4-3, ce qui était surprenant. Effectivement, cette équipe a dû s'adapter après le malaise d'Eriksen, l'incident d'Eriksen. Et ils ont réussi quand même à surmonter cette équipe russe qui n'était pas très bonne, un peu dans la médiocrité habituelle depuis le début. Et c'est en cela que je trouve cette équipe intéressante, c'est que malgré la difficulté, malgré le coup du sort qu'ils ont pris, coup de bambou avec Eriksen, ils se sont adaptés de manière brillante avec un très beau score. Ouais, une équipe superbe à regarder jouer, avec une communion vraiment extraordinaire avec ce public, et peut-être beaucoup plus, j'allais dire, qui transmet plus de vibrations positives que ce qu'on peut voir à Budapest, où il y a aussi un public fervent, où il y a aussi une ambiance folle, il y a aussi, bon, il n'y a rien à dire, mais c'est parfois chargé d'un peu de nationalisme, là. Non, mais on a tous en tête aussi, Patrick, de ce qui s'est passé avec Christian Eriksen, ça leur donne un supplément d'âme, sans doute, à cette équipe. On a quelque chose qui la pousse, et déjà contre la Belgique, le Danemark avait perdu, mais avait vraiment marché sur la Belgique pendant une mi-temps et avait vraiment été clairement meilleur que la Belgique pendant la première mi-temps. Et c'est sur la fin que les stars belges avaient pris le dessus. Mais vraiment, belle équipe, un vrai collectif, une équipe qui attaque parfois à 7 ou 8, une équipe enthousiaste et enthousiasmante à regarder, avec beaucoup de profils très variés. On a une sorte de renard, Poulsen, qui a mis son deuxième but de renard en 2 matchs. On a des joueurs plus puissants, plus nordiques dans l'esprit. On a même des défenseurs qui marquent. Donc ouais, ça a beaucoup plu. Après, bon, évidemment, c'est contre une équipe russe très faible par rapport au potentiel du pays. Le manque de talent de cette sélection est absolument incroyable. Première équipe de l'histoire à se qualifier pour la phase à élimination directe après avoir perdu ses 2 premiers matchs. Ça en dit long clairement sur cette équipe et les valeurs qui l'animent, la cohésion. L'allant offensif, parce que c'est pas la différence de but là qu'il passe en faisant un carton ce soir. Donc bravo à eux. C'est en quelque sorte, il y a une justice dans ce groupe de voir le Danemark passer dans les 2 premiers. Mais il n'y a pas que la transe, parce que là on est en train de parler de la transe, du public, de l'effet Eriksen. C'est une équipe, comme l'a dit effectivement Patrick, qui manie bien le ballon. Moi j'ai adoré la manière dont ils ont combiné, la manière dont ils ont bougé, ce jeu qui est fait de passes courtes, ce jeu assez rapide et dynamique. C'est une équipe qui au prochain tour méritera d'être regardée attentivement parce que je pense qu'ils ont trouvé le bon système de jeu, ils ont trouvé de quelle manière ils pouvaient se projeter à l'avant et comment ils pouvaient être solidaires. Et le prochain tour, ce sera le Pays de Galles pour le Danemark. Voilà, c'est une équipe qui lui ressemble un peu, mais beaucoup plus défensive tout de même. Darmsgaard, premier buteur né dans les années 2000, a marqué en phase finale de l'Euro, donc le joueur de la Sampdoria, saluons-le. Magnifique but. Ça ne rajeunit pas. La Belgique, face à un bloc finlandais ce soir, regroupé dans sa moitié de terrain, finit par céder un but contre son camp du portier finnois Radetzky, et puis un but de Romelu Lukaku, tous marqués en deuxième période. La Belgique, 3 victoires, 3 matchs, jamais inquiété. Ce soir, on sent que dès que cette équipe accélère, ça va vite et ça fait mal à chaque fois. Oui, ça fait mal, et surtout ce que moi j'ai apprécié durant ce match, c'est que la Belgique a mis du temps à trouver la clé. La Belgique faisait face à un bloc bas qui ne faisait que défendre. La Finlande n'avait pas tiré au but une seule fois en première mi-temps. C'est une stat assez éloquente, et ils ont su rester groupés, ils ont su rester cohérents. Ils ne sont pas partis dans l'individualisme,
ils ont gardé le fil et ils ont réussi à finir par ouvrir cette défense très hermétique grâce à une faute de main du malheureux Radetzky, qui par ailleurs est un excellent gardien. Pas heureux. Qui se met lui-même ce but. On va faire le point final sur ce groupe B. Le Danemark, première équipe, donc, est se qualifiée, je vous le disais, pour la phase à élimination directe après avoir... Voilà, il y a une petite erreur dans ce tableau. Bon, bah voilà. La Belgique, elle est en tête, 9 points. Les 3 autres sont à 3 points, mais c'est bien le Danemark qui est deuxième. On va... Avec juste une petite précision en ce qui concerne la Belgique. Au prochain tour, ce sera soit l'Allemagne, soit le Portugal, soit la France. Donc ce sera très compliqué pour les Belges. Allez, on s'intéresse maintenant au groupe C, celui des Pays-Bas déjà qualifié. Il visait une troisième victoire de rang face à une Macédoine du Nord battue à 2 reprises. Pas vraiment une suspense dans ce match. Les Oranges ont enchaîné une troisième victoire consécutive face à des Macédoniens qui n'ont jamais eu les moyens de peser sur la rencontre. Un doublé de Wijnaldum, un autre but de Depay, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais. Très bon ce soir puisqu'il a été impliqué sur les 3 buts de son équipe. Et on a encore eu une fois le droit à cette colonne vertébrale de Ligt que j'ai trouvé encore très fort, Wijnaldum et Depay qui a fait des étincelles. Oui, c'est un bon signe pour les Pays-Bas parce que dans cet Euro, ce qui fait souvent la différence entre les équipes, c'est le rendement des joueurs stars. Et là, pour les Pays-Bas, ils sont là, ils répondent présents. Depay a fait un match plus plein que lors des 2 précédentes journées. Il avait déjà été décisif, mais là en plus il a été influent dans le jeu. Donc ça aussi, je ne sais pas si c'est sa signature au FC Barcelone qui lui a donné un petit coup de fouet, mais en tout cas, ouais, c'est très positif. Les Pays-Bas commencent à prendre de la confiance. Et un joueur important, il s'agit de Malen, le joueur du PSV Eindhoven, qui a été extrêmement important, qui est décisif aussi sur les buts, qui est engagé, et qui est ce jeune qui a explosé en 2019, qui revient de blessure en 2020, après une blessure au croisé, qui aujourd'hui confirme vraiment tout le talent qu'on attend de lui. Voilà, un match marqué aussi par les adieux internationaux du Macédonien Goran Pandev, 121 sélections, 37 ans. Il a eu le droit à une aide d'honneur lorsqu'il est sorti du terrain, ancien vainqueur de la Ligue des Champions. On s'en souvient avec l'Inter Milan, c'était en 2010, je crois. L'autre match de ce groupe C qui opposait l'Ukraine à l'Autriche avec un véritable enjeu entre 2 équipes à égalité parfaite. Au coup d'envoi, une victoire, un nul, un but inscrit dans cette rencontre par Christoph Baumgartner. Je ne sais pas s'il est la famille de Félix Baumgartner, celui qui sautait, vous savez, en parachute de très très haute altitude alors qu'il venait de subir un chaos quelques minutes avant et qu'il a dû sortir ensuite du terrain. C'est la première fois que l'Autriche sort d'un groupe dans un Euro. Qu'est-ce qu'on doit penser? Est-ce qu'on doit craindre cette équipe? La craindre peut-être pas, mais la regarder attentivement. Déjà, on a évité le match de la honte sur ce match-là, parce qu'un nul suffisait à qualifier les 2 équipes. Vous vous souvenez certainement de Allemagne-Autriche en 1982. De cette Autriche, qu'est-ce qu'il faut attendre? Eh bien, quand Alaba est positionné en latéral et qui joue le rôle de piston, c'est une équipe qui arrive à se montrer un peu plus dangereuse que lors des 2 premières rencontres. On avait placé Alaba de manière un peu bizarre au centre de la défense. Moi, ce que j'aime bien dans cette équipe, c'est que, mis à part Alaba, il n'y a pas vraiment de star. Il y a une forme d'homogénéité sur cette équipe-là et qu'elle arrive à se déplacer et à avoir une offensive assez intéressante qui peut mettre en danger certaines équipes, donc il faudra attendre ce qu'elle va donner au prochain tour. L'Autriche qui affrontera en 8e de finale l'Italie. Ça paraît compliqué, surtout que, alors oui, ce qu'a dit Sylvain Henry est juste, mais c'est surtout l'Ukraine qui a déjoué, qui n'a pas proposé grand-chose par rapport aux promesses affichées contre les Pays-Bas au premier match. Alors la bonne nouvelle du soir, du côté de l'équipe de France, elle est assurée donc de terminer parmi les 4 meilleurs 3e, synonyme de qualification au 8e de finale. C'est le cas également pour l'Angleterre, la Suisse, la République tchèque et la Suède. Ça met un petit peu moins de pression sur les hommes de Deschamps avant ce match face au Portugal. Oh ben oui, complètement. Parce que là, ça va les libérer. Ça va les libérer, surtout avec aussi un Portugal qui, dans le deuxième match, va être obligé de sortir parce que le Portugal est en véritable danger. Donc le Portugal qui est obligé de sortir, ça va libérer des espaces. Et j'espère qu'avec cette équipe qui, apparemment, d'après ce que l'on dit, est la meilleure au monde, pourra enfin montrer ce dont elle est capable. Oui, c'est la meilleure au monde sur le papier, mais le foot se joue sur un terrain. Donc voilà. Après, le Portugal... Ça peut jouer sur console aussi. Ça peut vite devenir crispant parce que évidemment le Portugal va essayer de se racheter après le match raté contre l'Allemagne. Le Portugal a aussi un honneur et un rang à défendre contre les champions du monde, les champions d'Europe. Il y a un aspect un peu le duel des géants comme ça, des tenants du titre, mais le nul pourrait leur suffire. Si ça tourne mal, ils pourraient très vite se recroqueviller et se dire plutôt que de risquer de se faire trouer par les Français, restons devant notre but et assurons un nul qui nous qualifie tous les deux. Donc ça pourrait vite tourner au match un peu tactique et crispant.
Alors ça, c'était la bonne nouvelle du jour côté français. Il y a une moins bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle même, on peut dire. C'est le forfait pour le reste du tournoi pour Ousmane Dembélé. Blessé, vous le savez, il est sorti sur blessure face à la Hongrie samedi, blessé au genou. Il a passé des examens dimanche et ces examens ont déterminé une blessure plus profonde. Il a dû quitter le groupe. Les délais de rétablissement étaient trop longs pour qu'il reste. Il n'est pas possible de le remplacer. Les Bleus vont donc poursuivre l'aventure à 25. C'est un atout offensif en moins pour Didier Deschamps, même si le joueur du FC Barcelone clairement ne postulait pas une place de titulaire. Mais il reste quand même à Deschamps, au sélectionneur, un sacré vivier pour animer justement cette attaque. Ouais, là il y a le retour de Coman qui n'était pas présent avec un profil similaire. Sur la feuille de match puisqu'il avait assisté à l'accouchement de sa femme, la naissance de son enfant. Mais là il est de retour. Donc c'est un profil un peu plus ailier pur que Dembélé qui est plus un joueur de percussion, mais c'est un profil intéressant. Il y a Lemar aussi qui peut jouer sur un côté dans un registre lui davantage milieu de terrain excentré. Donc il y a de quoi faire. Après, c'est dommage parce que sur le match contre la Hongrie, c'est un peu son entrée qui avait contribué à remettre les Français dans le sens du match, même si tout ne fut pas parfait. Mais voilà, c'est frustrant pour lui. Il sort d'une plutôt bonne saison au FC Barcelone où il s'est un petit peu relancé dans les hiérarchies. Moins blessé aussi cette année. Il était plus sérieux, moins blessé. Là, les blessures 4 le semaines rattrapent. d'absence seulement pour. Donc, souhaitons-lui un rapide rétablissement. Oui, il était rentré dans la deuxième partie, c'est lui qui avait dynamisé le jeu. On a un banc très très riche qui peut offrir des solutions à Deschamps, avec notamment Coman. Et je pense que c'est lui qui pourra, comme je vous l'ai déjà dit, nous sortir un peu de ce 4-4 dans le losange qui, quant à moi, ne me plaît pas beaucoup. Très bien, merci messieurs. Demain, un petit peu moins de matchs. Il y aura seulement 4 matchs. Regardez le programme de la journée de mardi déjà, avec le groupe des 2 matchs. Oui, 2 matchs. Croatie-Écosse, République tchèque, Angleterre. La République tchèque étonnamment en tête de ce groupe. Cette fois-ci, la DLS, l'infographie est bonne, le tableau est bon. Merci messieurs. Merci. Et à demain, l'info se poursuit sur France 24.